All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Maître Jordache, merci, Monsieur le Président, pour votre information, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Nous allons en finir avec notre déclaration liminaire dans une heure. La quatrième partie de la thèse de la défense va examiner en détail la création de la JATD en automne 1993. Pendant le printemps 1991, Stanisic s'est vu octroyer la tâche par le ministre de l'Intérieur consistant à créer une unité antiterroriste. Comme les preuves vont montrer, cela a été abandonné au printemps 1992. En août 1993, Stanisic a commencé à nouveau ce processus et pendant 1993-1994, il a créé une unité antiterroriste. L'accusation allègue que Stanisic a créé cette unité en mai 1991 et que cette unité a été tout simplement officialisée en août 1993, comme la défense va montrer par le biais du témoignage du témoin RJS-12, un témoin qui a été impliqué à la création de la JATD. L'affirmation qu'il s'agissait d'une simple officialisation d'une unité déjà existante ne tient pas debout du tout. Comme les juges ont déjà entendu, en 1994, pendant la formation de la JATD, Stanisic a diligenté une enquête au sujet de l'histoire des bérets rouges. Krsmanovic a mené cette enquête. L'enquête a révélé que l'unité en formation s'est fragmentée. Et comme cela a été discuté auparavant, 9 unités ont émergé en Croatie. Ce que l'accusation en sait exactement, on ne le sait pas. On ne sait pas s'ils soutiennent que toutes ces 9 unités, ainsi qu'une multitude d'autres unités des bérets rouges en Bosnie, étaient officialisées, ou seulement une partie de ces unités. Et si cette dernière situation est vraie, quel était le critère de sélection? Ils esquivent ces questions de façon très habile. Le témoin RJS-12 va témoigner des mesures prises par Krsmanovic et par d'autres pour former une unité légale. Ce n'était pas un processus d'officialisation ou d'autre validation d'une situation existante. L'organigramme a déterminé que la JATD devrait consister de 40 opérationnels, bien sûr. Et si s'agissait d'une officialisation d'un ensemble des unités, il est bizarre de voir que ce nombre était si petit. Le témoin de l'accusation RFJ 150 a confirmé que, je cite, les vérifications des références pour rejoindre la JATD étaient strictes. Fin de citation. Ces vérifications ont inclus les vérifications des condamnations pénales, même pour les contraventions de circulation, une enquête de réputation générale, l'examen d'état physique et mental et un entretien par une commission ou par un jury d'admission. Comme le témoin RJS-12 va témoigner, seulement dans la phase finale, Stanisic y était impliqué. La commission supervisait ces vérifications, faisait des recommandations au chef du service qui allait approuver cela.
Le témoin RJS-12 expliquera que la JATD faisait face à des problèmes d'organisation à cause des retards provoqués par des vérifications opérationnelles qui comprenaient une procédure de sélection, la vérification des antécédents familiaux et la vérification d'un éventuel casier judiciaire. Ces retards étaient souvent provoqués par le fait que les candidats provenaient des régions affectées par la guerre, ce qui rendait la vérification difficile. La rigueur avec laquelle ces procédures étaient mises en œuvre, comme l'expliquera le témoin RJS-12, en dit long sur l'intégrité des personnes impliquées et sur la manière dont on crée une nouvelle unité. Pourquoi Stanisic, qui, d'après l'accusation, avait mené ces opérations avec une efficacité brutale au cours des années 1991 et 1992, a-t-il pris la peine d'engager cette procédure? À quoi cela devait-il servir? Il était un homme prudent qui se trouvait à la tête d'une organisation secrète, donc ces mesures semblent plutôt curieuses. Milosevic se trouvait à Belgrade à ce moment-là, comme la défense le démontrera. Il cherchait à persuader la communauté internationale que les Serbes n'étaient pas impliqués en Bosnie. Les sanctions internationales étaient en vigueur. Elles présentaient une menace existentielle pour le gouvernement Milosevic. Alors pourquoi Stanisic a-t-il pris le risque de créer formellement une unité qui avait opéré jusqu'à ce moment-là sous le couvert du conflit? La chose la plus curieuse à cet égard, c'est que Stanisic a demandé que l'on procède à la vérification de tous les candidats, y compris Bojovic, Tsarnogorac, Mijovic, Subotic, Pupovac, Rajic, les hommes au sujet desquels l'accusation dit qu'ils travaillaient. Les hommes avec, l'interprète se reprend, l'accusation dit qu'il travaillait étroitement avec eux à partir de 1991. La diapositive 21, qui ne doit pas être diffusée en public, montre les résultats des vérifications opérationnelles qui ont été effectuées vis-à-vis de Bojovic. Alors, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a des questions légitimes qui se posent quant à la manière dont un certain nombre de ces hommes ont été admis au sein des forces de réserve de cette unité. Il est évident qu'à la lumière de leur casier judiciaire, ils n'auraient pas dû être engagés. Cependant, comme le confirmera le témoin RJS-12, le fait qu'il ait été sélectionné, ce n'est pas Stanisic qui doit en être tenu responsable. Il était possible d'être engagé au sein de la JATD, qu'il s'agisse des forces d'active ou des forces de réserve, après avoir terminé ses études secondaires en affaires intérieures ou après avoir été recommandé par quelqu'un à l'intérieur du service. Donc, si les fonctionnaires de la DB ou du MOUP s'assuraient que leurs amis ou leurs connaissances étaient engagés, en faisant fi des vérifications mises en place par Stanisic, eh bien, c'est à eux en endosser la responsabilité et non pas à Stanisic. Comme le montreront les éléments de preuve, Stanisic n'avait aucun rôle à jouer dans le processus de la sélection des candidats ou dans l'engagement des forces de réserve. Ce type de recrutement ne faisait tout simplement pas partie de son travail. Ce n'était pas lui qui en était responsable. Les personnes qui commandaient la JATD et d'autres parties opérationnelles du service décidaient si des forces additionnelles étaient nécessaires et c'était eux qui étaient responsables de les sélectionner en puisant sur la liste des forces de réserve. Comme le confirmera le témoin RJ-12, Tepacevic, l'adjoint du service et d'autres fonctionnaires ont joué un rôle plus direct. C'était lui qui était directement impliqué sur la mise en œuvre des opérations spéciales en état d'urgence, en état de menace de guerre imminente et en état de guerre. Il était responsable d'assurer les finances et le soutien logistique au cours de toutes les opérations spéciales. Si
Bojovic, Mijatovic ou un autre membre des forces de réserve ont été engagés au sein de la JATD ou plus tard au sein de la JSO, eh bien, ils étaient censés rendre compte à Tepavčević avant, pendant ou après les opérations spéciales. Et cela vaut d'ailleurs aussi pour tous les autres employés. La dernière partie des moyens de preuve qui seront présentés par la défense concerne la période qui va de 1993 à 1995. Et il s'agit surtout de la participation de Stanisic dans des missions de sécurité et des missions humanitaires, dont certaines ont eu lieu en Bosnie. Comme le montre la diapositive 21, ces opérations et missions humanitaires dont il sera question dans notre exposé, qui se sont déroulées de 1993 à 1995 et auxquelles le gouvernement de Milosevic a participé, y compris le MUP serbe et parfois Stanisic lui-même, sont les suivantes. D'abord, nous avons la coopération du MUP de Serbie avec la VJ, la VRS et le MUP de la RS au sein du QG conjoint à Bajina Bašta. Ensuite, nous avons la participation de Stanisic à l'opération PAUK ou Araignée en 1994. Et nous avons la participation du MUP serbe et de Stanisic en Bosnie et sur le territoire de la SBSO en 1995. Aucune de ces trois opérations ne peut être comprise comme il se doit sans savoir que les Serbes de Belgrade cherchaient à obtenir la paix en Bosnie à partir de la fin de l'année 1992. Ces opérations se sont déroulées dans le contexte de la politique poursuivie par Belgrade et qui consistait à exercer des pressions sur des Serbes de Bosnie afin que ceux-ci signent des différents accords de paix. À partir de la fin de l'année 1992, ce processus a abouti à l'accord de Dayton en 1995. Ces opérations se sont déroulées dans ce contexte et il s'agit des opérations légitimes en matière de sécurité ou d'aide humanitaire. Même si, comme nous l'avons déjà souligné, certains des hommes qui y ont participé ont effectivement commis des crimes. Le fait que certains hommes aient commis des crimes, voire des crimes horribles, ne corrobore pourtant pas la fausse idée présentée par l'accusation suivant laquelle toutes les activités poursuivies par les Serbes au cours du conflit étaient planifiées et de nature criminelle. Cette thèse a été rejetée à plusieurs occasions au cours de ces 25 dernières années par le TPI grec. Il existe une multitude d'éléments de preuve démontrant que Milosevic n'a jamais été un partisan du projet de la Grande Serbie et qu'il n'a jamais défendu les objectifs stratégiques poursuivis par les Croates ou les Bosniaques. Mais même si les juges de la Chambre n'acceptent pas cette thèse, en l'espèce, il n'y a aucun doute que la politique poursuivie par Belgrade de 1993 à 1995 consistait à mettre un terme à la guerre en Bosnie. Et cela est manifeste quand on étudie la jurisprudence du TPI grec. Ivor Roberts, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Belgrade, de mars 1994 jusqu'en 1998, va déposer en faveur de la défense. Manifestement, il ne s'agit pas d'un partisan de la cause serbe, ni d'un admirateur de Milosevic. Cependant, il tient à la vérité et à la véracité historique. Il va confirmer que les Serbes de Belgrade, y compris Milosevic, ont investi des efforts pour mettre un terme à la guerre. Notre intention n'est pas d'essayer de changer la perception historique de Milosevic, de le présenter comme un défenseur de la paix. Et nous cherchons surtout pas à demander, à justifier les crimes qu'il a commis. Cet homme n'était ni un démocrate,
ni quelqu'un qui cherchait à établir la paix. Cependant, pour des motifs différents, égoïstes dans la plupart des cas, il cherchait à mettre un terme à la guerre d'une manière pragmatique. Et il a coopéré avec la communauté internationale pour arriver à la paix, au moins à partir de l'année 1993. Et finalement, il a réussi à réaliser son objectif. Ceci est évident. Quand on écoute la présentation des éléments de preuve du témoin de la défense, Ivor Roberts, qui va souligner qu'à l'époque où les accords de Dayton ont été négociés, Milosevic avait réussi à forcer les Serbes de Bosnie à lui accorder le droit de négocier en leur nom. Il ne l'a pas fait facilement. Lors d'une réunion qui a eu lieu le 29 août 1995, Milosevic a demandé à Karadzic de signer le plan élaboré par le groupe de contact, le plan de paix. Et un accord a été conclu à partir du moment où Milosevic avait le pouvoir de négocier au nom des Serbes de Bosnie. D'après Ivor Roberts, on peut dire que si les Serbes de Bosnie avaient eu le droit de veto, il n'y aurait pas eu d'accord conclu à Dayton. L'accusation va essayer de nier ces faits en disant que si Milosevic avait véritablement envie de faire régner la paix, alors pour quelle raison a-t-il continué à autoriser, par l'intermédiaire de Perisic et de la VJ, l'assistance logistique qui était accordée aux Serbes de Bosnie? L'accusation va dire que ces activités montrent que le soutien qu'il donnait à la paix était illusoire et qu'il a continué à contribuer à la commission des crimes. La présentation des moyens de la défense dévoilera la fragilité des arguments de ce type. Ivor Roberts va parler de la stratégie de la carotte et du bâton adoptée par Milosevic. Il échangeait un soutien logistique limité pour que les Serbes de Bosnie acceptent les accords de paix. Comme Milosevic l'a noté lors d'une réunion du Conseil de la défense suprême qui a eu lieu en décembre 1994, Perisic pouvait équiper la VRS à partir du moment où il avait réussi à persuader Mladic d'accepter le plan de paix élaboré par le groupe de contact. Cette assistance fournie par Milosevic diminuée d'ailleurs et a finalement été éliminée. Et en tout cas, elle était le résultat d'un dilemme évident. D'une part, on pouvait fournir l'assistance logistique et risquer de prolonger la guerre de cette manière-là, ou mettre un terme à l'assistance logistique et voir le gouvernement de la RSK et de la RS s'écrouler avec des conséquences terribles pour tout le monde. Pour commencer, Milosevic et les Serbes de Belgrade savaient que si la coalition des musulmans et des Croates avait du succès en Bosnie dans leurs activités de combat, ce changement de la situation sur le terrain rendra toute signature d'un accord de paix par les Serbes de Bosnie peu semblable. Deuxièmement, et c'était le point le plus important, si les gouvernements croates, bosniaques et serbes en Bosnie devaient s'écrouler, il y aurait eu une crise humanitaire horrible. Et ce n'est pas une exagération. La menace réelle qui existait, c'est d'avoir des milliers des réfugiés, des combattants radicaux, des partis d'opposition qui avaient leurs paramilitaires armés, et on s'attendait à recevoir 300 à 400 000 de réfugiés. Donc en sachant que le plan Vance avait été rejeté au début de l'année 1992, à partir de la fin de l'année 1992, les Serbes de Belgrade ont commencé à soutenir le plan de Vansoven. Et c'est un élément clé pour comprendre les activités
menée par Stanisic au début de l'année 1992 en Croatie et pendant toute la période qui va de 1993 à 1995 en Bosnie. Évidemment, Stanisic a parfois participé à des opérations de réaction. Par exemple, les Serbes de Belgrade ont essayé de forcer les Serbes de Bosnie et les Serbes de Croatie à participer aux négociations et cela impliquait pour lui des obligations de sécurité. Plusieurs opérations qui ont été menées doivent être envisagées à cette lumière. La première concerne une série de coopérations entre le MUP serbe, l'AVG, la VRS et le MUP de la RS au sein du quartier conjoint de Bajina Bašta en 1993. L'accusation affirme qu'au début de l'année 1993, Stanisic, Simatovic et d'autres membres de l'ECC ont envoyé des forces serbes en Bosnie orientale, le long de la rivière Drina, pour participer à des opérations de nettoyage ethnique, y compris l'opération Udar. Donc, il s'agissait d'une série d'opérations qui visaient à mettre en œuvre la directive numéro 4. L'accusation affirme que Simatovic et l'unité commandée par Stanisic ont organisé des camps à plusieurs endroits, y compris Skelani et la montagne Tara, et que ces forces, après avoir suivi un entraînement, ont détroyé des régions non serbes dans le territoire de la Bosnie orientale, qu'ils ont forcé la population à se réfugier vers les enclaves musulmanes de Srebrenica, de Goražde et de Žepa. Vous trouverez tout cela dans le mémoire préalable de l'accusation au paragraphe 85. La défense montrera que ces allégations soient véridiques ou non, et n'ont rien à voir avec Stanisic. Il y a quelques éléments de preuve démontrant que Bojovic et Milovic ont créé une unité ad hoc en 1993 et qu'ils rendaient compte à quelqu'un au sein de la DB. Nous avons un certain nombre de rapports qui figurent dans les dossiers personnels, mais il n'y a aucun élément de preuve qui montrerait qu'ils aient rendu compte ou aient eu quoi que ce soit à voir avec Stanisic. Ce que ces éléments de preuve montrent, c'est que cette unité et plusieurs unités similaires ont été créées en 1993 et qu'elles ont été subordonnées au commandement conjoint de l'armée et de la police à Tara, c'est-à-dire à l'état-major conjoint. Ceci n'est pas pour dire que cet état-major a été créé pour réaliser des objectifs de nature criminelle, même si dans certains cas, effectivement, il a été utilisé pour commettre des crimes. Cet état-major conjoint a été créé pour réagir aux attaques assassines d'Oric lancées contre des centaines de villages serbes au long de la rivière de Drina. Le témoin de l'accusation, Milovanovic, le chef de l'état-major de la VRS, a confirmé qu'en 1992, 91 villages ont été complètement détruits, 3020 Serbes ont été tués et 20 000 personnes se sont enfuies vers la Serbie. Les problèmes le long de la frontière se sont aggravés en 1993, lorsque les forces d'Oric ont commencé à détruire les villages serbes le long de la rivière Drina. L'accusation ne reconnaît pas ces faits, mais il n'y a aucun doute qu'ils ont effectivement eu lieu. Leurs témoins sont d'accord avec nos témoins sur ce point. Il n'y a aussi aucun doute que tout cela avait des implications sur la sécurité de la Serbie, puisque ces attaques se déroulaient directement de l'autre côté de la rivière Drina, en face de Serbie. On se servait de mortiers, on se servait d'artillerie. Et on frappait des villages en Serbie. On menaçait des installations importantes. Ces attaques auraient pu provoquer un désastre humanitaire. La Serbie avait bien le droit de se défendre. Il ne faut pas permettre à l'accusation de dire autre chose ou de confondre des activités légitimes qui visaient à protéger des civils avec les boucheries perpétrées par Mladic au cours des opérations telles que l'opération Udar. Donc, l'état-major conjoint a été créé et il était composé du MUP, des représentants du MUP serbe et des représentants de la VJ qui étaient cantonnés à Bajina Bašta sur la rive serbe. L'état-major commandait et coordonnait les activités dans toute la région affectée par la crise le long de la frontière. Leur objectif était de protéger des villages serbes et de permettre à des milliers de réfugiés de revenir chez eux. Le témoin RJS 14
un fonctionnaire de la police à la retraite va parler de l'existence de cet état-major conjoint. Badja, et non pas Stanisic, était responsable de la composante MUP. Obrad Stevanovic était le commandant direct et il rendait compte à Badja. Badja, de son côté, rendait compte à Sokolovic, le ministre de l'Intérieur de Serbie. Et comme le confirment les éléments de preuve présentés dans le cadre de ce procès, en fait, je m'arrête parce que je ne sais pas si ces éléments sont confidentiels ou non. En tout cas, comme l'ont montré les éléments de preuve en l'espèce, Badja a également créé un centre d'entraînement pour les forces de police qui appartenaient à la sécurité publique et qui étaient engagées au cours des opérations à Tara, où elle jouait un rôle plus prononcé. Tous ceux qui faisaient partie du MUP ou qui relevaient de la DB et qui opéraient, qui participaient à ces opérations de sécurité, rendaient compte à la chaîne de commandement que je viens de citer. Et cette chaîne de commandement ne comprenait pas Stanisic. Il existe des éléments de preuve indéniables démontrant que toutes les opérations de combat commandées par l'état-major conjoint, y compris les opérations où étaient impliquées les unités du MUP serbe, l'unité de Bojovic, Askelani, l'unité de Miovic et de Sokolovic, leur béret rouge, que toutes ces unités étaient subordonnées au TG1 et à Badja et à Sokolovic. La défense va mettre un accent sur ces éléments de preuve et va présenter d'autres éléments de preuve démontrant que la sécurité publique serbe, subordonnée à l'état-major conjoint, commandait ces unités qui étaient des unités de la police et non pas des unités de la DB. Si quelqu'un du MUP de Serbie ou de la DB serbe avait pris part à l'opération Udar en février 1993 pour transférer par la force ou déporter la population civile musulmane depuis la Bosnie orientale, leurs unités et leurs crimes ne peuvent pas être imputés à Stanisic. Il n'était pas présent, il n'était pas dans la hiérarchie, dans le commandement hiérarchique, donc il n'avait pas de connaissances au sujet de ces unités. Il n'était pas dans la chaîne de commandement, se reprend l'interprète. Et la deuxième partie et dernière partie de la présentation des moyens et des charges porte sur la participation de Stanisic à l'opération PAOK en 1994. Il n'y a rien de plus injuste dans ces poursuites que la tentative de pénaliser PAOK. C'était une mission humanitaire élaborée pour protéger des dizaines de milliers de citoyens musulmans, victimes de violences entre les forces de Fikret Abdic d'une part, et d'autre part les forces psychopathes du 5e corps et leur bande de djihadistes enragés. Le nier veut dire fermer les yeux et ne pas voir ce qui est évident et ne pas tenir compte de la souffrance des 100 000 civils. L'objectif de l'opération PAOK était de s'assurer qu'Abdic récupère son territoire et de libérer ses civils du 5e corps. Il est manifeste qu'il n'avait pas pour objectif d'appuyer la commission des crimes, ni d'appuyer la réalisation des objectifs stratégiques serbes. Il n'est pas surprenant que c'est la seule opération à laquelle Stanisic ait pris part. Et il a participé à cette opération humanitaire. C'est tout. RJS 06, 012 et 013 vont déposer au sujet de la mise en place et la réalisation de l'opération PAOK et de son commandement. Le rôle de Stanisic était d'avoir un rôle d'une sorte d'émissaire chargé de liaison entre Belgrade et l'opération PAOK.
ce n'était pas manifestement une fonction de commandement et de contrôle. Nous exhortons la Chambre d'examiner cette opération et notamment le rôle qu'aurait eu Stanisic dans l'organisation des combattants à des fins de cette opération. La présentation des moyens à décharge va montrer quel était son rôle dans cette opération et qu'il dit la vérité lorsqu'il dit qu'il n'avait pas d'unité de la DB ou d'une autre unité sous son commandement. Même en 1994, fin 1994, lorsque l'opération PAOK a commencé, il n'y avait rien d'autre qu'une unité JATD, une petite unité JATD nouvellement opérationnelle. Notamment, s'agissant, compte tenu de la déposition de RJS 06, 12 et 13, nous invitons la Chambre d'examiner les carnets de Mladic. Stanisic était présent à une réunion avec Mladic et Milosevic le 7 octobre 1994, qui avait pour objectif d'organiser l'aide aux civils d'Abdic. Milosevic a suggéré que Stanisic devrait envoyer ses forces pour les aider. Stanisic a répondu. Et cela figure à la diapositive 22. Compte tenu du fait que Stanisic manquait des hommes, il suggère que les hommes de la VRS devraient être envoyés. Et lorsque Tseleketic rejette cette idée parce qu'il y avait un manque d'effectifs dans la VRS, Stanisic dit « Je vais rassembler des hommes venant de partout. Je vais demander à Fikret Abdic de payer pour eux. » On aurait pu penser que Stanisic allait tout simplement dire « Je vais envoyer les bérets rouges ou bien je vais envoyer l'unité ». Après tout, d'après la thèse de l'accusation, il travaillait main dans la main avec la VRS depuis le début de 1992 à Doboy, Bosanski-Shamat, Divic et ainsi de suite, jusqu'aux opérations de terrain en 1993. Et néanmoins, il dit qu'il va rassembler des hommes venant de partout. Comme nous allons le montrer lors de la présentation des moyens à décharge, Stanisic a envoyé ses forces, 34 membres d'actifs de la JATD, pour fournir la sécurité, reconnaissance et la surveillance, ainsi que recueillir des renseignements. C'est le total des effectifs de l'unité dont il disposait. Finalement, la dernière partie de la présentation des moyens à décharge va porter sur ce qui s'est déroulé en 1995, et notamment s'agissant du MUP serbe et l'implication de Stanisic en Bosnie et dans la SBSO en 1995. La dernière partie de la présentation des moyens à décharge porte sur le nettoyage ethnique des Croates. Lorsque des centaines de milliers de civils serbes ont été chassés lors de l'opération Tempête, et puis s'agissant des civils serbes lors des opérations à Banja Luka, comme l'a prédit Belgrade, l'effondrement des administrations de Serbes de Croatie et de Serbes de Bosnie a provoqué une crise humanitaire et sécuritaire. La dernière partie de la présentation des moyens à décharge va expliquer que le MUP serbe a défendu et s'est battu contre, a tout fait pour qu'il n'y ait pas ces massacres et qu'il a essayé d'empêcher qu'il y ait un effondrement global des administrations serbes en Croatie et en Bosnie. Milosevic a été sous le coup des sanctions internationales lourdes et ne voulait pas envoyer la vigie. On lui a dit de ne pas le faire et il a demandé à Badja d'envoyer 30 000 forces du MUP pour coordonner les forces ad hoc telles que les Scorpions.
il n'y a pas de preuve montrant que Baja a demandé à Stanisic de lui fournir de l'aide. Et il n'y a pas d'éléments de preuve montrant que les Scorpions ou Arcanes étaient sous le commandement de Stanisic. Une fois encore, plutôt que d'admettre la réalité de ce contexte qui est évidente, l'accusation a changé sa thèse et a déformé les faits. Diapositive 23 montre la comparaison entre leur thèse pendant le premier procès et maintenant lors de ce nouveau procès. Une fois qu'ils ont accepté que les opérations de Banja Luka comprenant Sanski Most, Morkonic, Grad, Kluč et Prijedor étaient élaborées pour empêcher la chute de Banja Luka, l'accusation a maintenant fait avoir au paragraphe 89 de son mémoire préalable que le MUP de Serbie agissait avec d'autres forces serbes pour chasser le reste des non-serbes. Le changement de la thèse de l'accusation est pensé et révélateur. C'est une tentative de faire entrer les mesures de défense dans leur ECC mal conçu. Et c'est malheureux parce que c'est une tentative de priver des centaines de milliers de Serbes de leur droit à la justice et à la vérité. Et prive les victimes serbes du fait qu'ils étaient chassés de Bosnie. Le gouvernement de Belgrade avait tout à fait raison d'envoyer le MUP de Serbie pour venir en aide en Croatie et en Bosnie. Et il avait même le devoir moral de le faire. Et ils auraient pu faire davantage compte tenu de l'envergure de la crise humanitaire. Le témoin RJS 14, un officier supérieur de la police, va déposer au sujet des opérations de Tara et il va parler au sujet du déploiement des policiers du MUP serbe en Bosnie pour remplacer la police en Croatie et en Bosnie pour que ceux-ci puissent aller sur les lignes de front et empêcher l'effondrement. Comme c'était le cas pour les opérations de Tara, les acteurs principaux du MUP serbe n'étaient pas la DB, n'étaient pas une unité de la DB, c'était le MUP serbe avec ses 30 000 officiers de police armés. Comme RJS 14 va l'expliquer, Stanisic n'était pas impliqué dans ces déploiements. Même s'il était responsable de la présence de l'unité JATD dans la SBSO, où elle a joué un rôle similaire. Comme c'était le cas avec le commandement conjoint de Tara à Bajine Bašta en 1993, Obred Stevanović, Baja et Sokolović assumaient le commandement. RJS-14 le sait. C'est eux qui lui ont donné des ordres. Baja voulait montrer que la Serbie soutenait les citoyens assiégés. Et il a envoyé la police serbe dans leurs uniformes habituels et dans les rangs de la PJP. Ils n'ont pas participé aux opérations armées. Une fois arrivés, les 400 officiers policiers du MUP serbe ont été resubordonnés au MUP de la RS et à son chef à Banja Luka, Brane Pećanac. Ils rendaient compte au MUP local de la RS et parfois à Baja à Belgrade. Les services de sécurité publique serbes payaient RJS 14. Il n'y avait pas d'opération conjointe avec la VRS. Comme déjà dit, leur devoir portait sur la prévention des crimes ordinaires.
L'accusation insiste sur le fait que 7 sur 300 hommes d'Arkan étaient payés, ont reçu des per diem de la part de quelqu'un au sein de la DB. Cela n'aurait pas dû se passer. Néanmoins, la majorité des témoins de l'accusation affirment que les hommes d'Arkan étaient subordonnés au MOUP de la RS. Le paiement des 7 sur 300 hommes d'Arkan ne peut pas changer cet élément de preuve, ni les conclusions qu'on peut en tirer. Comme RJS 14 va l'expliquer, Arkan n'était ni subordonné au MOUP de Serbie, ni à la DB. Et finalement, la présentation des moyens à décharge va montrer le rôle qu'a joué Stanisic. Vous vous rappellerez que d'après la thèse de l'accusation, en 1995, Stanisic était le supérieur hiérarchique d'Arkan, des Scorpions et des Bérets Rouges pendant 5 années sanglantes et les a déployés dans les zones de combat pour former des milliers d'hommes et mener des opérations militaires de nettoyage ethnique. Un homme violent qui exécutait une mission très brutale et violente. Et néanmoins, un examen sommaire des documents de cette période montre que cela n'est pas vrai. Diapositive 24 montre une partie des carnets de Mladic. Le 22 septembre 1995, Bojovic arrive avec Filipovic en Bosnie et a une réunion avec Mladic. Plutôt que d'être reconnu en tant que commandant des bérets rouges bien connus, ils sont identifiés en tant qu'équipe émanant de la DB. Il est étrange que Mladic ne reconnaît pas tout de suite Bojovic en tant que commandant de l'unité des bérets rouges de Stanisic qui avait tant contribué aux opérations de la VRS. Pourquoi dit-il que c'était une équipe émanant de la DB ? C'est une question qui émane de la thèse de l'accusation. Où est l'unité des bérets rouges qui s'était montrée si capable au préalable et qui était absolument nécessaire pour contribuer à l'effondrement des administrations des Serbes de Bosnie. Il est encore plus étrange ce que Stanisic dit une semaine plus tard à Mladic. Diapositive 25 le montre. Le 30 septembre 1995, Stanisic rencontre Mladic et il se plaint à Mladic. Mladic écrit que Stanisic a déclaré les choses suivantes au sujet de Sremski Most. Je cite, « Il n'y a pas de commandement là-bas. Des conflits politiques. Les villes s'effondrent. Arkan s'est compromis là-bas. Nous avons envoyé 400 personnes. D'après mes informations, cela a aidé à Sremski Most et à Novigrad. » C'est peut-être l'élément de preuve le plus parlant en l'espèce. Tout d'abord, il montre que Stanisic n'était pas impliqué dans les opérations en 1995. Comme il dit, d'après mes informations. Comme la défense va le démontrer, Stanisic était impliqué ailleurs, à secourir des centaines d'otages de la force ONU, sécuriser la libération des pilotes français et d'un journaliste dont la vie était menacée par Karadzic et Mladic. Ce qui est encore plus important, en dépit du fait que Stanisic a créé, organisé et commandant Arkan pendant 5 ans sur un territoire de plusieurs milliers de kilomètres carrés et à de nombreuses reprises en coordination avec la VRS, pas une seule personne ne relie Arkan à la DB de Serbie. Plutôt, comme les carnets de Mladic le montrent, Stanisic désavoue Arkan complètement et compare sa présence à des conflits politiques et le relie avec des villes qui s'effondrent. Arkan y a pris ses quartiers.
Pourquoi Stanisic disait cela? Il parlait à Mladic. Et d'après l'accusation, Stanisic sait, il doit savoir que Stanisic était... Mladic sait, il doit savoir que Stanisic avait assumé le commandement de l'ADB depuis 5 ans. Le reste des éléments de preuve de la défense vont montrer que Stanisic doit une fois encore être acquitté. Notre premier témoin sera RJS 02 et il va commencer la présentation des moyens à décharge. Il va parler de Stanisic et la DB et que son objectif était de servir à sécuriser la Serbie plutôt que de mener une guerre dans d'autres républiques. Merci de votre attention, le président Hall. Merci, maître Jordache. Vous venez de dire qui serait votre premier témoin. Quand sera-t-il ici, maître Jordache? Malheureusement, il faut que je m'excuse par rapport à cela, puisque nous n'avons pas tout à fait certain qu'ils viennent. Cela dépend des autorisations du gouvernement serbe. Il devrait être ici jeudi, lorsque le Parlement serbe siège, et donc nous n'avons pas eu la possibilité de citer ce témoin pour cette semaine. Donc je pense que les 3 témoins sont de la DB serbe, et à votre permission, nous allons citer à la barre notre premier témoin la semaine prochaine, mardi, la semaine prochaine, et avec votre autorisation, il témoignera par le biais de vidéoconférence. Le président, merci, maître Jordache. S'il n'y a pas d'autres questions à porter à notre attention, nous allons lever l'audience. Je vois monsieur Stringer debout. Excusez-moi, monsieur Stringer. Monsieur Stringer, non, je n'ai rien ajouté, le président. Donc, nous allons lever l'audience et nous allons donc avoir notre audience suivante la semaine prochaine à notre heure habituelle à 9h30.